Très bien. Et tu es donc en formation, vous êtes dans quelle classe ici? Troisième. En troisième, juste troisième général. Troisième technologie. Technologique pour vous préparer à quel métier? Moi je me prépare à CAP petite enfance. Ah voilà, chaque fois que vous me dites à quoi vous vous préparez, ça m'intéresse. CAP petite enfance. Ok, à toi. 17. Est-ce que je peux savoir lesquels d'entre vous ont 14 ans? Lesquels d'entre vous ont 15 ans? 15 ans. D'accord. Lesquels d'entre vous ont 16 ans? D'accord. 17 ans. Et quel 36 ans. 17 ans. 17. 18. 18. 18. 13. Pas loin. Pas encore. Alors, non, ce que je veux simplement dire. Il va falloir vous dire que ce que je vais garder, ça va être pas beaucoup de choses. Donc on va filmer beaucoup pour garder peu de choses. Donc il ne faut absolument pas vous focaliser sur la caméra. C'est pas nécessaire. D'accord. Alors allons-y. J'ai eu une enfance assez difficile en fait avec mes parents. Et enfin voilà, comme maintenant je me dis, il faut pas que je m'arrête sur ça quoi. C'est pas parce que je me suis retrouvée toute seule quand j'étais petite que les gens ils sont pas là pour moi. Et puis je sais que maintenant, vu que je suis allée à l'internat, j'ai rencontré des gens merveilleux, enfin avec qui c'était que du bonheur quoi. Je m'aperçois qu'en fait, il y a des gens qui méritent qu'on vive pour eux déjà. Et tu penses que par exemple, le fait que vous soyez nombreuses ici à avoir rencontré des situations difficiles, ça vous aide? Ouais, je sais pas, il y a des gens, ça les aide à avancer, et puis moi, en fait, moi, ça m'a plutôt aidé à oublier, quoi. Enfin voilà, quoi. Mais enfin, d'un côté, faut pas y oublier, mais enfin, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait. J'ai essayé d'oublier tous mes problèmes, et du coup, enfin, il n'y a plus que les mauvais moments dans ma tête. Et voilà, c'est dur. Non, vous pas collés, nous on est tous collés. Décale-toi. T'inquiète pas, rester comme tout à l'heure. Madame Béliard, elle a fait coller les chaises ici sur la chaise qui est à votre disposition. Et moi, je vais me mettre derrière, au milieu d'elle. Je vais me noyer. Je découvre un univers que je ne connais pas. Tout de suite. Elles vont peut-être se présenter. En plus de ça, vous savez que les psychiatres, ça devient une denrée rare. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pédopsychiatre, c'est-à-dire études de médecine, études de psychiatrie et 2 ans de spécialité pour faire de la pédopsychiatrie. Et dans ces études de psychologie, on va apprendre que l'individu a un développement psychologique et des structures de personnalité. Alors, là aussi, il y a différents développement de la personnalité. Et parmi ces développements, il y a le développement que l'on dit psycho-affectif. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Je vais prendre un exemple du petit enfant. On a une jeune maman dans le groupe au fond. Elle se cache? Ah, il y a une jeune maman. Alors, elle est là? Elle est là. Hein? Est-ce que vous la voyez? C'est toi qui es juste en face de moi. Bon, alors dis-moi, le petit, il a quel âge ton bébé? 7 mois. 7 mois. Alors, un bébé vit dans un climat affectif où quand il naît, il y a quelque chose qui est très important, c'est la relation parent-enfant. C'est-à-dire, le premier lien, c'est comment ça va se passer avec la maman. Est-ce qu'elle va l'aimer? Est-ce qu'elle ne va pas l'aimer? Est-ce que c'est une maman qui va lui faire des câlins? Mais aussi, est-ce que c'est une maman qui va le gronder quand il sera un peu plus grand, quand il fera des bêtises? À 7 mois, on ne le gronde pas encore. À 7 mois, on essaye de comprendre quand il pleure. Hein? Non? Tu n'es pas d'accord? Si je lui crie dessus des fois, parce qu'il y a des trucs... Ah bah, tu peux lui... Alors, c'est très bien que tu lui dises. Tu lui cries dessus, hein? Mais il y a des moments où tu parles doucement et gentiment. Bah, c'est normal. Eh ben voilà. On peut être en colère, mais après on fait la paix. Et toute la vie va prendre sa racine dans ces liens psycho-affectifs, qui va avoir des effets sur la construction de la personnalité. Ouais, j'ai du mal à faire confiance aux gens, j'ai même pas confiance en moi. Et enfin voilà quoi, pour que je fasse confiance en quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose.
Tu parles de ta vie de famille, t'en as déjà parlé dans le film, tu penses qu'on... Franchement, c'est trop compliqué à dire. Je peux pas. C'est pas comme tout le monde, quoi. Enfin, j'ai vraiment, c'est pas. On se dit ouais, c'est l'adolescence et tout, mais moi c'est beaucoup plus avant en fait. Il s'est passé des choses dans ma famille que. Enfin, il m'est arrivé des trucs, voilà quoi. Quand on est petit, vous êtes constamment dans, j'allais dire, l'emprise des parents. J'utilise le mot emprise, ce qui est normal. Puis ensuite, au primaire, vous allez vous retrouver dans cette situation où tout est focalisé sur les apprentissages. Il faut apprendre à lire, à écrire et à compter. Bon. Ces apprentissages, normalement, occupent largement, et du coup, c'est faire plaisir au maître et à la maîtresse, mais aussi un peu aux parents. Parce que quels sont les parents qui ne regardent pas et ne guettent pas les résultats scolaires, surtout dans notre système français? Moi. Je suis l'exception. Ils n'en ont rien à faire. Les seules fois où je leur en parle, c'est vrai, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire et jamais ils me demandent de leur montrer mon bulletin scolaire. Alors, comment tu prends ça? Mal. Moi, si j'essaie d'avoir des bonnes notes, c'est pour moi, pour mon avenir. Alors moi, dans ce que tu viens de me dire, je me dis qu'il y a une chose qui est drôlement bien. Et c'est là où tu es en train de faire une étape de ton adolescence très bien. C'est, j'ai maintenant des bonnes notes, je le fais pour moi, pour mon avenir. Sinon, je le ferais pour personne et dans ce cas-là, je serais, je sais pas où. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire que tu as quitté faire plaisir à maman et papa. Je le fais plus pour faire plaisir à mes parents, mais pour moi. Ça sert plus à rien. Pour te construire, toi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une bonne étape de l'adolescence. Ce qui compte, c'est toi, de toute façon. Voilà. C'est de devenir vous en tant que sujet. Et vous, en tant que sujet, vous avez reçu des choses de vos parents sans vous en rendre compte. Ben, moi, je trouve que non, mais c'est vrai que ma mère, pendant longtemps, elle ne m'a pas eu chez elle, à son domicile. Et c'est vrai que je trouve, pourtant, je lui ai dit, et je trouve que vraiment, elle s'y prend mal. Et moi, pourtant, j'essaye de l'aider, je fais de mon mieux pour que ça se passe bien, mais bon, il y a des fois, ben, je peux pas. Des fois, c'est plus fort que moi, je suis obligée de revendiquer. Donc bon, elle me remet à ma place, mais bon, je pense que plus je me revendique, mieux peut-être que ça la fait peut-être plus réagir. Et ça la fait peut-être plus mûrir, entre guillemets. Bah, y a des hauts et des bas comme toutes les familles. Mais c'est pas pour ça que je vais faire une grosse crise d'adolescence, quoi. C'est pas... ça m'intéresse pas. Je sais pas, c'est pas... Pour moi, j'ai fini mon adolescence depuis un an. J'ai vécu tout entre 13 et 15 ans, en fait, j'étais à fond gamine. Maintenant, on va dire, je suis passée vraiment dans le cap, pas adulte, mais jusqu'à 20 ans, 21 ans des fois. Oh, le sourire, il y en a qui attendaient pas. Eh oui. C'est gentil, mais si jamais vous voulez que je parle, moi je ne parle pas à la bouche. Moi j'en prenais. Laura, ou des chamallows. Et moi, je suis toute seule chez moi. Ah, il y a une araignée. Ouais, votre métier, c'est ça, de répondre aux jeunes à des questions. Moi, mon métier, c'est d'être... moi, comme métier, je suis sociologue. Un sociologue, avant, j'étais éducateur, maintenant, je suis sociologue. Et je dirige une structure qui s'appelle le Centre Bergeret, qui travaille sur ce qu'on appelle la prévention des conduites à risque. Ce que vous vivez, c'est-à-dire c'est la fin de l'enfance, c'est pas encore tout à fait l'âge adulte parce que vous dépendez économiquement, affectivement, vous habitez ou vous dépendez encore de vos parents. Et du coup, le fait que vous deveniez des hommes et des femmes, ou des jeunes femmes, ça veut dire aussi que vos parents ils vieillissent. Et donc des fois, eux aussi, ça les bouscule un peu parce qu'ils n'avaient pas pensé que les enfants... On n'a pas pensé quand on a des enfants que les enfants grandissent si vite. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on a 13, 14, 15, 16 ans,
on affirme mieux ses choix, ses goûts, la manière de s'habiller, ses relations amicales, mais en même temps, on a encore besoin des parents. Enfin, moi, je sais que moi, je suis en pleine crise d'adolescence, j'ai pas besoin de ma mère. Enfin, moi, je pars et je suis jamais avec ma mère. Toute ta vie, t'as besoin de tes parents. Toute ta vie, t'auras besoin de tes parents. Non, parce pas que c'est ta forcément. fac. Oui, Non, pas forcément ça. T'as des parents vraiment géniaux. Hein. C'est toi, après, mes parents, tu les aimes bien, mais c'est parce que tu les as pas 24/24 avec toi aussi. Ouais. Ah, mais c'est normal qu'ils t'énervent, c'est toujours... c'est normal. Et toi, avec tes parents, c'est juste ta maman? Ouais, enfin, parce que moi, en fait, mes parents, ils sont divorcés. Mais moi, je sais très bien qu'avec ma mère, ça va pas, hein. On s'engueule, enfin pas à H24, mais on s'engueule tout le temps en permanence. Et des fois, elle me lève la main dessus et elle sait, elle sait très bien que, enfin, moi, j'aime pas, donc du coup, je suis jamais chez elle. Je suis plus chez les parents de mes potes ou quelque chose comme ça que chez moi. Des fois, ma mère, elle me voit pas pendant 2 jours. Elle sait pas où je suis parce que je lui dis pas où je suis. Parce que ça va pas et j'ai besoin de ce temps d'être toute seule, de pouvoir réfléchir et tout. Ils ont le sentiment, mais les parents aussi, de ne pas être compris par les parents qui jusque-là étaient quand même assez présents, souvent, surtout dans nos sociétés, les enfants, on s'en occupe beaucoup, ils sont moins nombreux. Donc c'est ça qui se passe des fois. Ça a répondu un peu à votre question ? Et est-ce qu'au fil du temps, ça va aller mieux, ça va s'améliorer ou pas du tout? Je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on voudrait que le parent soit plus attentif, que l'adulte soit plus confiant, que peut-être les gens soient moins méchants. Mais ça se commande pas. Et puis des fois, les gens ne changent pas, quoi. Mais par contre, on peut vivre avec les gens, avec tels qu'ils sont, quoi. Ok ? Ouais. Comment on fait pour se débarrasser de ses parents? On se débarrasse dans la tête, uniquement. Aussi, style, comment faire pour qu'ils aient confiance en nous? Ah, c'est ça. Enfin, qu'ils aient confiance en nous, je veux dire, parce que... voilà, quoi. En fait, ce que vous voudriez, c'est que les parents se débarrassent de la mauvaise image qu'ils ont de vous. Voilà. C'est plutôt ça. Voilà, ouais. C'est ça, votre question. Alors qu'ils arrêtent de croire qu'on est ce qu'ils veulent qu'on soit. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui dit. Mon père, il croit que je vais faire des bébés avec tout le monde, alors... il me donne 1 heure et tout, et je suis en retard et tout. Mon père, il m'appelle, je fais ouais, j'arrive et tout. Après, 1 heure plus tard, je suis... Enfin, tu sais, pas 1 heure, mais tu vois, je dis putain, je suis pas là. Il rappelle et tout. Et tu sais, il arrêtait pas de m'appeler et tout, j'étais comme ça avec le téléphone. J'ouvrais, je fermais, j'ouvrais, je fermais. Après, je suis rentrée chez moi, comment je me suis fait tailler. J'ai cru qu'il allait me tuer. Mais moi, c'est pareil. Ils vont se débarrasser peut-être de la mauvaise image peut-être qu'ils ont de vous, j'allais dire grâce à vous. C'est pour ça qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Si vous leur montrez que vous êtes capable, que vous allez choisir un métier qui est le vôtre, voilà, au bout d'un moment, vos parents, ils seront bien obligés de reconnaître que peut-être, ils ne vous le diront pas tout de suite. Ils ne vont pas vous le dire tout de suite. C'est pas grave ça, je vous le dis moi. Ils ne vont pas vous le dire tout de suite. Mais ça ne vous empêche pas de faire votre propre chemin. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux professionnels ici qui s'occupent de vous. Parce que justement, ce ne sont pas vos parents. Les formateurs... Alors, je vais déjà vous expliquer qui je suis. Je ne suis pas conseillère d'orientation psychologue, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Je suis formatrice d'insertion. Donc, je m'occupe de jeunes sortis du système scolaire après 16 ans qui n'ont pas eu d'orientation. Pendant 1 an, j'aide ces jeunes à travailler leur projet et à faire un projet d'orientation pour après. Alors, le projet d'orientation, c'est peut-être de retourner à l'école, c'est peut-être de signer un contrat en alternance. En tout cas, on va prendre le temps, pendant 1 an, de se poser toutes les questions par rapport à l'orientation. Si j'écoute toutes les autres de ma classe, il n'y a rien qui vient jamais de leur faute. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut assumer, quoi. Je veux dire, c'est pas aux autres de faire ce que tu as à faire toi. Tu veux faire quelque chose, et tu te mannes, tu te bouges. T'auras pas toujours tout le monde à tes pieds dans la vie. Il y a des trucs que tu les veux, et tu te débrouilles comme tu peux pour les avoir. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et ça m'énerve de voir qu'il y a des gens qui
qui pensent pas pareil que moi, mais c'est normal, mais qui se bougent pas, qui attendent que tout le monde bouge autour d'eux. Dans mon travail, moi je dis à mes élèves, on a une caisse à outils, quelque part, là. Moi quand je veux planter un clou, je vais chercher le bon clou et le bon marteau dans ma caisse à outils. Mais si je veux apprendre un métier, je vais aller chercher le bon outil que j'ai à l'intérieur, la bonne compétence que j'ai depuis longtemps. Et des compétences, vous en avez, mais simplement, vous ne savez pas encore où elles sont. Mais vous allez les trouver. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Bah, moi, je pense qu'on a peur plutôt, c'est de se tromper du métier. Parce que quand on ne sait pas, si on fait quelque chose et qu'après ça ne nous plaît pas, on peut se tromper. Mais on a le droit de se tromper. On va pas faire des études toute notre vie aussi. Non, c'est pas faire des études toute votre vie. Oui, mais par exemple, moi, je sais pas si je veux travailler avec les personnes âgées ou la vente. En fait, d'un côté, si je me dis que je suis avec les personnes âgées, je sais pas si je pourrais faire la vente après. Parce que ça n'a rien à voir avec la vente. Tu pourrais vendre des vêtements pour les personnes âgées? Ouais. Oui, je suis pas dans les Demain, est-ce que travailler auprès des personnes âgées, c'est un métier de demain? Est-ce que c'est un métier qui va se développer? Bah oui. Alors c'est pas qu'il y a plus de vieux, c'est qu'on vieillit plus longtemps. On vieillit. Donc effectivement, il y a besoin de plus de personnes pour travailler auprès des personnes âgées. D'accord? Donc ça peut être une motivation. Parce que tu es sûr d'avoir du travail. Mais il y a la conjoncture économique, l'évolution du monde du travail, tout ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut que les choses soient claires dans vos têtes. Il faut avoir un diplôme pour pouvoir rebondir un jour sur ce diplôme, pour pouvoir en préparer un autre. Moi, j'ai fait plein de métiers différents. Alors c'est quoi? Moi, ça m'intéresse. Alors j'ai commencé par la restauration. Mon premier travail de jeune fille à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'ai servi dans une auberge. J'ai fait de l'animation. Je me suis occupée d'enfants, j'ai passé un BAFA, puis j'ai passé un DEFA, un diplôme de direction, pour être directrice de centre de vacances. Et puis j'ai préparé un diplôme d'assistante sociale et j'ai choisi de travailler à l'éducation nationale parce que le social des adolescents, c'est celui-là qui m'intéressait. Bah, je pense que c'est le plus important, de se lever déjà pas en voulant aller à son travail. Pas se dire, oh, faut que j'aille travailler, ça me saoule. Mais bon, je regarde pas trop loin parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Vous êtes à l'âge où vous vous posez des tas de questions, pas seulement sur l'orientation, sur la vie en général. Donc forcément, tout est lié. Parce que quand tu penses orientation, tu penses travail pour demain et toi, tu ne te vois pas très très loin là. Mais ça viendra un jour. Commence par l'apprendre, ton métier. Si vous restez là, si vous restez sur ce registre-là, vous ne ferez jamais rien. Ben, il faut bien à un moment ou à un autre, d'abord il faut commencer petit. L'ambition, c'est pas forcément d'être tout de suite au sommet. Il faut commencer petit, il faut gravir les étapes les unes après les autres. Et puis un jour, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il y a des stratégies, il faut prendre de la personnalité, il faut prendre de l'assurance, il faut y croire. Elle manque énormément de confiance en elle et je pense que nous les adultes, on a un gros travail à faire sur ce plan-là. Leur redonner confiance, leur redonner goût, envie. Elles sont très effrayées, elles ont peur. Elles ont énormément peur. Très effrayées, elles ont 16 ans. Hein. Donc voilà, elles ont l'attitude normale de jeunes de 16 ans. Mais bon, il faut aussi qu'elles retrouvent confiance. Il faut que les adultes leur redonnent confiance et c'est notre boulot, quoi. C'est quoi ton rêve d'avenir? Ben, déjà d'avoir un métier qui me plaît, parce que actuellement c'est pas facile. Et puis voilà, trouver la personne avec qui je serais bien. Et moi j'entends souvent dire ouais, on n'aura jamais même homme toute la vie, nanana. Moi je pense pas, mais c'est vrai que j'aimerais fonder une famille après, mais pas trop tard non plus. Comment tu vois ton avenir? Raconte-moi, quand tu rêves. Et bah, moi je me vois dans une maison avec, je sais pas, un mari, des enfants et un travail. Beaucoup d'enfants? Beaucoup d'enfants? Non, deux enfants, 2-3 enfants, c'est tout. Est-ce que tu penses que tu es dans une période particulière? Ouais, sortie, faire la fête, s'éclater.
avant d'avoir une vie, enfin un appart, un copain, des enfants. C'est avant la vie de famille, quoi. Ah, en fait, tu penses que tu es dans tes derniers moments de liberté volée, quoi. Ouais, mais enfin, l'adolescence, c'est avant la jeunesse, quoi. C'est la période avant la jeunesse. Qui commence, du coup, c'est Laura. Après, c'est Isabelle. Allons-y. Quel est votre parcours? Alors, mon parcours à moi, c'est donc au début, j'ai fait des lettres et je me suis dit que j'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Et ce qui m'intéressait, c'était, en fait, j'ai découvert la sociologie. Et la sociologie, c'est passionnant parce que c'est, en fait, comprendre comment marche la société, comment fonctionne la société. Et plus spécialement, c'est comprendre, c'est l'idée que un individu, il n'est pas, quand il naît, c'est pas un bébé qui va grandir tout seul. Il y a les parents qui vont jouer, il y a l'école, après il y a la famille élargie, il y a les amis, il y a les médias. C'est l'idée que l'individu, il y a plein d'influences partout. Alors je travaille surtout sur toutes les représentations du corps sur les filles, parce que je suis une fille, mais en même temps ça ne veut pas dire, et ça c'est vachement important, enfin c'est extrêmement important, ça ne veut pas dire que les hommes, ils n'ont pas aussi des représentations de leur corps qui sont très importantes dans ce qu'ils vont devenir. Elles sont les blondes et moches. Moi je trouve ça pas beau. Vous avez vu, dans les magazines, il y a quand même toujours plein de filles en petite tenue, là. Vous avez vu, regardez. Incroyable. On se retrouve avec des impératifs complètement contradictoires, qui sont à la fois toutes ces représentations qui font que le corps idéal, c'est ce corps-là, et puis en même temps, si on y adhère trop, on est une allumeuse. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi pour un homme, s'ils le font le plus tôt possible, c'est vachement bien, et si une femme l'a fait vers les 13 ans, c'est quelqu'un qui... Oui, on parle de la première fois sexuelle. C'est toute la difficulté, en fait, justement, d'être une fille. Vous voyez, l'idée qu'il y a des normes pour les filles et il y a des normes pour les garçons. Et effectivement, ce n'est pas les mêmes. Et donc, le garçon, il y a cette valorisation. Mais alors ça il faut partir hyper loin. Ça vient de la religion, ça vient de la morale, ça vient de tout ça. Qu'un garçon, s'il a plein de conquêtes, c'est un don Juan. Enfin, c'est le truc classique. Si un garçon a plein de conquêtes, c'est que justement, lui, la norme qui pèse sur lui, c'est d'avoir plein de filles. Pour un garçon qui n'arrive pas à sortir avec une fille, c'est super dur aussi. Vous voyez, c'est là où je dis que c'est pas que de la liberté pour les garçons non plus. Un garçon, ça veut dire aussi que il faut que ça soit un séducteur. Tous les garçons, c'est pas des séducteurs non plus. Hein. Donc, pourquoi faut-il montrer son corps pour être intéressant? Alors ça, c'est la même chose. Hein, on peut dire, c'est la norme. Après, on peut s'arranger avec cette norme-là. Mais c'est vrai que ça, c'est une norme qui pèse très fort, que la femme, le corps de la femme, il n'existe que s'il y a un regard d'homme qui va le dire féminin. Et pour dire que le corps, il est féminin, qu'est-ce qu'on met en avant? On met ses atouts, quand on en a, ses atouts féminins. Vous voyez, Julia n'a pas de problème. Comment se construisent les modèles de beauté et qui en décide? Il n'y a pas un endroit où ça va se décider. C'est tout un ensemble, en fait, de lieux de diffusion d'une norme, d'une représentation, d'une image, et donc qui vont passer, ce que je disais, par les médias, par la télé, par le cinéma, par les livres pour enfants aussi. Moi, je travaille aussi sur les livres pour les tout petits, et déjà là, il y a ces normes-là qui se diffusent. Tout le monde a la télé, tout le monde va au cinéma, tout le monde lit des magazines. Et du coup, cette représentation du corps mince, qui est le corps socialement des femmes qui ont les moyens de faire du sport, qui ont les moyens de faire attention à elles, etc., ça s'est imposé à tout le monde. C'est-à-dire que même une femme qui est ouvrière, qui a pas forcément les moyens de s'acheter des légumes ou des fruits ou d'aller s'inscrire dans le club de gym, etc., n'empêche qu'elle subit aussi cette représentation du corps-là. Donc c'est une époque qui est très difficile, qui à mon avis, pour les femmes, au niveau du corps, c'est plus difficile qu'il y a un siècle, parce que ça touche tout le monde. Et l'autre truc sur la minceur aussi qui est important, pourquoi ce corps mince? Parce qu'en fait, on ne peut pas séparer le corps de tout ce qui est moral, caractère, etc. Au physique, on attache une place sociale et on attache un caractère. Et après, c'est à chacun d'arriver à dire que non, que c'est pas automatique. Voilà, que c'est à vous de faire votre cuisine et qu'il ne faut pas que vous la preniez de façon imposée.
Ah, il y a eu Patrick Pollet sur la famille, il y a eu Sylvie Journet sur l'orientation, il y a eu Christine Détré sur le corps, il y a eu Annie Beyer sur la psychanalyse et la parole. Tout le projet qu'on a fait ensemble, du coup, il t'a apporté quoi? Tu peux y aller, hein. Réellement? Ouais. Je sais pas. Ça t'a fait réfléchir? Il y a des moments qui t'ont fait réfléchir? Oui, sûrement. Mais je m'en souviens pas.